Bonjour à tous, on ne vous voit pas beaucoup. Merci Anthony, vous avez fait le job, vous avez déjà présenté tout, vous avez déjà expliqué les enjeux de cette 6e conférence. C'est vrai qu'on est servi par l'actualité, ça tombe bien, j'aime bien l'actualité. Et en plus, je pense que la question suivante, qu'est-ce que sera la finance après le Brexit? C'est un peu la question qu'on se pose tous. Si vous avez la solution, bah, venez la partager avec nous. Mais pour l'instant, on va la partager avec deux autres. Vous l'avez dit, Anthony, deux marques. En l'occurrence, j'appelle Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, aujourd'hui directeur de l'École des affaires internationales à Sciences Po, professeur doyen à Sciences Po. Et puis j'appelle Ross McGuinness, président du conseil d'administration de Safran. Le monsieur Brexit, en tous les cas pour l'Île-de-France, c'est celui qui doit séduire les entreprises installées à Londres pour leur dire venez ici en France et notamment à Paris, c'est formidable. Messieurs, si vous voulez bien me rejoindre. Bonjour, vous êtes tous les deux assis sur votre petit fauteuil. Oui, on voit rien, je vous signale, on ne voit rien du tout. Tout à l'heure, il y aura des questions si vous voulez, mais alors vous le verrez bien parce qu'on est tellement aveuglé par les spots qu'on ne voit pas grand-chose. Enrico Letta, bonjour, merci d'être là. Vous êtes un Européen convaincu, vous travaillez beaucoup sur l'Europe, notamment les questions des migrants. Vous connaissez bien toute la problématique européenne. La question que j'ai envie de vous poser, Enrico Letta, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Où sera la finance après le Brexit? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez peut-être du discours de Theresa May tout à l'heure? Brexit hard ou pas? Et qu'est-ce que ça change? Premièrement, bonjour. Je remercie beaucoup Stéphane et vous tous pour cette invitation. J'apprécie beaucoup. Vous avez choisi une journée qui est très particulière. Je pense que le choix a été fait exprès. Bien sûr, Stéphane Boujna oui. et Anthony Attia avaient décidé que ce serait aujourd'hui. Non, Theresa May a décidé de faire aujourd'hui même cette... En plus, c'est très important parce que comme ça, finalement, on va peut-être passer... On disait que c'était Theresa May qui est devenue Maybe. Maintenant, peut-être, ça va devenir should be, et on espère que ça va à la fin devenir that's it, de savoir finalement ce que c'est ce Brexit, parce que le vrai problème au début, c'est que vraiment, on espère aujourd'hui avoir des clarifications, parce qu'il nous manque tout. On ne comprend pas ce que ça va être, comment ça va être géré, quelle est la ligne. Et donc, je propose de changer plutôt le sujet de notre conversation. C'est plutôt... la finance pendant le Brexit. Parce que ce Brexit sera tellement long, ça c'est ma première réponse à votre question. Moi je ne pense pas qu'on puisse imaginer que les 2 années dont l'article 50 du traité de Lisbonne borne tout ça en 2 années, en vérité c'est un aspect purement formel. Il est, de mon point de vue, pour ce que je comprends, impossible que le Brexit se termine en 2 années. Moi, je pense qu'il faudra au moins 8, 9 années à la fin de tout. Donc, il va falloir imaginer un phasing out, une période transitoire et tout ça. Donc, je réponds à votre première question en disant, c'est en vérité, il faut s'adapter à l'instabilité. Il faut se préparer à l'instabilité, il faut se préparer à une grande flexibilité comme... il faut s'adapter à une situation de flexibilité, de crise permanente. En plaisantant un peu, je le dis toujours à mes amis à Sciences Po qui m'ont fait le grand honneur de me demander de venir ici en France. Je leur ai dit, je sais très bien que vous, les Français, vous ne connaissez pas les crises, donc vous avez besoin des Italiens qui vous expliquent comment gérer les crises. Et voilà, je suis là. Cela dit, instabilité, comment gérer justement l'Europe dans le cadre de cette instabilité? Bon, écoutez, je pense qu'il y a eu un pas important, parce qu'on parle toujours mal de l'Europe, de ce qu'on fait, mais je pense qu'il faut voir de ce côté-là le verre à mi-plein. On aurait pu, après le Brexit, se diviser immédiatement. On aurait pu éclater sur la façon de répondre au Brexit. Moi, je pense qu'il faut souligner le fait qu'il y a eu 3 aspects de réponse positive de la part de l'Europe. Premièrement, en termes de méthode, on a appliqué tout de suite la méthode de la séparation. C'est-à-dire, il y a un dossier Brexit qui va être très long. On discute de ce dossier, mais on le sépare du dossier de la relance.
et de la discussion sur la roadmap du futur de l'Europe. Cette première partie de séparation, je pense, était très importante. Deuxième, une question de comportement. Je pense qu'on a vu un comportement de unité des Européens par rapport à Londres au Brexit, c'est-à-dire que la France, l'Allemagne ont parlé, les autres pays, l'Italie, l'Espagne, on a tous parlé une langue assez pareille, c'est-à-dire une langue de dire c'est à vous, c'est à vous. Donc vous avez fait ce choix, c'est un choix absolument discutable du point de vue de la méthode, parce que ce soit un 52-48% des électeurs britanniques qui décident pour la Grande-Bretagne une décision de ce genre-là sans avoir les frontières de comprendre qu'est-ce que c'est en réalité le Brexit. Moi, je pense, je respecte le vote, mais je pense que c'est une décision très discutable en termes de méthode. Et puis le troisième point, donc cette unité de la part des Européens, de dire, bon, c'est à vous, vous le faites, et on va vous dire comment on va réagir. Et troisième point, je pense que le choix de Michel Barnier était un choix important. Avoir donc une voix unique de la part de la Commission européenne, qui est une voix qui, je pense, nous représente tous, et une garantie d'une attitude très ferme et surtout très européenne. Parce que, moi je suis très net sur cela, je mets ensemble Brexit et Trump, ce que Trump est en train de dire, on va voir ce qu'il va faire. Pour le moment, on se limite à ce qu'il vient de dire. Il est clair que l'Europe va être secouée. Et une Europe secouée a besoin d'unité et a besoin de relance pour survivre, parce qu'elle va être secouée sur sa propre même existence. En même temps, Enrico Letta, juste avant, encore une petite question avant de passer la parole à Ross McInnes. Là, vous avez dit, c'est discutable sur le plan de la méthode, d'accord, mais sur le plan de la démocratie, c'est comme un vote ou pas? Non, moi je pense aussi sur le point de la démocratie, je suis très franc sur ça. C'est-à-dire que un référendum, je parle, l'Italie vient de rejoindre la France sur le sujet, disons, d'être secouée par le référendum. La France a une histoire beaucoup plus profonde là-dessus. Mais la décision d'être part de l'Union européenne, donc pas d'un club secondaire, mais de quelque chose qui, pour 40 ans, a conditionné toute la législation britannique. Je ne pense pas que ça puisse être une décision qu'un référendum sans une question claire, parce que la situation de difficulté aujourd'hui, de mon point de vue, vient du fait que moi je trouve que le terme, le statement que Theresa May a toujours exprimé est faux. Elle dit Brexit means Brexit. Je pense à la fin que c'est faux, parce qu'il n'y a pas un Brexit. Il y a plusieurs Brexit. Et la difficulté de la Grande-Bretagne aujourd'hui et du gouvernement britannique jusqu'à maintenant est exactement parce que je trouve que c'est probablement incompatible de mettre ensemble les différents Brexit qu'il y a. Il y a un Brexit qui est le Brexit de la campagne anglaise. C'est un Brexit qui est contre la City, le libre-échange, qui est protectionniste, qui est donc pour tout ce qui est de remettre dans ce... Il y a un deuxième Brexit, qui est le Brexit d'une partie de la City, le Brexit de ceux qui veulent faire de Londres la Singapour européenne. C'est un Brexit totalement différent, qui est pro-libre-échange, toute autre chose. Il y a un troisième Brexit, c'est le Brexit, disons, de la gauche anglaise, comme Corbyn, ou tous ceux qui étaient autour de ça. Donc c'est un Brexit de retour en arrière sur le social, sur l'industrie, sur la manufacture, mais c'est autre chose. Alors, je suis très curieux de voir quelle sera la proposition aujourd'hui, parce que mettre ensemble ces trois Brexit, qui ensemble font le 52%, donc ça va être très, très compliqué. Et là, la chose que je trouve, ce qui m'a beaucoup frappé de tout ça, c'est qu'il y a un 52% dans lequel il y a beaucoup de... c'est très vocal. Et il y a un 48% qui pourtant est énorme, 48%, qui n'est pas très vocal. Donc
On va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être compliqué. Et en plus, si vous me demandez une prévision, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un soft Brexit. Il ne peut y avoir qu'un hard Brexit. Donc c'est pour ça que je dis il faut être très réaliste, pragmatique, et de ce côté de la Manche, il faut se préparer à gérer un hard Brexit. On a bien compris effectivement que tout ça est assez contradictoire. On voit bien que la tentation britannique pour l'instant, c'est d'avoir effectivement une sorte de Singapour aux portes de l'Europe, de l'Union européenne, et que c'est un peu contradictoire avec le vote très social, entre guillemets, du Brexit. Ross McGuinness, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de Safran. Vous êtes le monsieur Brexit pour l'Île-de-France, mais pas seulement. Vous êtes, alors dans la définition, je ne sais pas, on va peut-être commencer par australo-anglo, français. Donc, c'est dire si vous connaissez bien un peu toutes les problématiques par rapport à ce que vient de dire Enrico Letta. Quel Brexit attendez-vous? Est-ce qu'on peut avoir différentes sortes de Brexit et quel est le meilleur en quelque sorte pour vous? Et puis dans cette instabilité que décrivait très bien Enrico Letta, comment est-ce que vous voyez votre action? Je répondrai au fur et à mesure de mes remarques à certains des points que le président Letta a soulevés et que vous avez soulevés vous-même. Pour préciser et cadrer ma mission, la mission que m'ont confiée Manuel Valls, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, donc vous voyez c'est transpartisan et transcourant pour m'occuper du guichet unique, n'est pas une mission de séduction, je vous rassure, mais nous n'incitons pas les entreprises à venir à Paris, en Île-de-France, nous accueillons celles qui souhaitent examiner leurs options. La sémantique est importante. La sémantique est très importante et le gouvernement qui m'a confié cette tâche tient particulièrement à ce que ce soit vu comme cela. Alors, pour répondre aux questions qui sont soulevées, je serais tenté de répondre par un double paradoxe. Nous ne savons pas, et nous ne saurons même pas au terme d'aujourd'hui d'ailleurs, quelle forme prendra le Brexit. Le président Letta l'a dit. Mais j'ai envie de vous dire, du point de vue de la place de Paris et des intérêts que nous devons défendre, peu importe. Ça ne doit pas nous empêcher d'agir dans l'intérêt de notre place financière, et nous pouvons le faire. Je vous disais, nous n'en savons rien quant à la forme de ce Brexit, et puisqu'il est encore tôt, je suis tenté de m'inspirer des options pour les œufs dans un breakfast anglais. Souvenez-vous qu'en Angleterre, breakfast is the only good meal of the day. Et donc, dans les options d'un breakfast anglais, vous avez hard, vous avez soft, vous avez scrambled, vous avez easy over, vous avez poached. Mais peu importe. Des nombreux contacts que j'ai avec les acteurs divers des métiers de la finance, aux côtés de Christian Noyer pour les institutions financières et dans le cadre du guichet unique, le point d'arrivée qui est inconnu et le restera longtemps n'est pas crucial pour nos interlocuteurs. Ce qui les motive dans leur démarche, les réponses qu'ils viennent chercher chez nous, c'est l'incertitude, l'instabilité, puisque ça, c'est intolérable pour des institutions financières ou pour des sociétés industrielles, commerciales, qui ont fait le choix de s'installer au Royaume-Uni. Et je vais au-delà des institutions financières, je parle de QG européens. Beaucoup de gens sont installés au Royaume-Uni pour un QG européen parce qu'on parle anglais et on conduit à gauche. De bonnes raisons. Mais ces raisons, désormais, sont dans un nuage d'incertitude. Et en fait, elles cherchent à se prémunir contre l'incertitude et elles doivent avoir un plan B. Toutes ont compris que rien ne sera plus comme avant. Et donc, il faut qu'ils réduisent les risques qui ont été induits par ces décisions démocratiques, souveraines. On pense ce que l'on veut du processus du peuple britannique. Je serais tenté de vous dire qu'il appartiendra, le président Letta y a fait allusion, dans la négociation à nos politiques, de déterminer l'équilibre le plus idoine dans le délai imparti. Mais prenons un exemple simple, quand je vous disais que rien ne peut être comme avant. La compensation d'activités de produits dérivés en euros, elle a lieu à Londres, ce qui était concevable tant que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne. Mais ça deviendrait un renoncement à notre souveraineté financière européenne, notamment en cas de crise. On l'a vu lors des discussions sur les appels de marge, etc., en 2008. Un renoncement donc à notre souveraineté financière, notamment en cas de crise, pour les États européens. Donc le status quo n'est pas possible. De même, il est peu probable que des droits liés à l'exercice pan-européen d'activité financière soient durablement octroyés à un pays tiers. Ça changera. Donc voilà deux éléments
parmi tant d'autres, qui créent une incertitude que nous n'avons pas appelée de nos voeux, mais qui crée des opportunités pour Paris. Et j'expliquerai au fur et à mesure de cette discussion pourquoi Paris et la région Île-de-France est la seule ville monde susceptible d'attirer un certain nombre d'activités qui devront avoir un plan pour réduire les risques auxquels elles font face. En même temps, est-ce qu'on a vraiment le choix? Enfin, je veux dire, qui, à votre avis, va être maître du jeu? Est-ce que ce sont les Britanniques? Est-ce que c'est la City? Parce qu'on connaît bien le poids financier de la City. Ou est-ce que ce sont justement les Européens, mais les Européens qui sont divisés, justement? Je n'ai pas la réponse à cette question. Et je répète que notre tâche n'est pas de trouver une réponse à laquelle seuls les politiques peuvent répondre dans un délai qui sera plus ou moins long. Par contre, ce que nous savons, c'est que toutes les institutions financières, un certain nombre d'entreprises qui ont des QG européens et à plus long terme des entreprises industrielles se posent des questions et doivent, c'est leur obligation financière, regarder quelles sont les options. Et puis, Londres a développé un écosystème remarquable. Cet écosystème, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais posons-nous la question, puisque nous sommes ici chez Euronext et que je suis chargé de présenter et de défendre les intérêts de notre pays, en particulier de la région Île-de-France. Nous avons ici un écosystème très comparable à ce qui s'est développé à Londres. Quelques points forts, vous le verrez tout à l'heure. Un régulateur de qualité qui est reconnu mondialement, qui supervise d'ores et déjà, Lorenzo Benismaghi vous en parlera certainement, 3 ou 4 établissements systémiques mondiaux. Il n'y a pas d'autre régulateur européen qui peut se prévaloir de cette expérience. Une économie réelle, de taille mondiale, et ça va du CAC 40 aux start-up. Anthony Attia y a fait allusion en vous présentant le palmarès de ce qu'a fait Euronext en 2016. Donc tout le spectre de l'économie réelle est couvert à Paris, Île-de-France, alors qu'il est réparti dans 3 ou 4 endroits chez nos voisins d'outre-Rhin. Et son existence ailleurs, et je ne fais aucune insulte au génie italien, est moins prépondérant, disons-le comme ça. Nous avons des compétences en asset management qui sont juste derrière Londres et le double, voire plus de ce qu'elles sont ailleurs, notamment en Allemagne. Je parlais d'écosystème. Ce qui compte pour des institutions financières, des QG européens, c'est la présence de cabinets d'avocats, de consultants, de comptables, de fonctions support, qui sont essentielles à des métiers financiers et à d'autres. Paris l'a. D'autres centres européens, de par leur taille, ne l'ont pas. Un immobilier varié et abordable, les communications, ça nous le savons, c'est un des grands points forts de la France. Et j'ai découvert lors de notre dialogue avec des sociétés qui vont de la taille des petits asset managers de 30 personnes littéralement aux plus grandes institutions financières américaines, c'est un sujet RH. On parle de sujets de régulation, on parle de sujets d'implantation, du juridique, mais en fait, une grande partie des conversations que nous avons au guichet unique, c'est des sujets RH. Où est-ce qu'il y a un lycée italien? Où est-ce qu'il y a un club pour les épouses de cadres japonais? Où est-ce que l'on peut trouver des jobs le plus facilement pour les partenaires des gens qui bougeront? Et en fait, je dirais que la moitié de nos conversations tournent autour de sujets RH. Et qu'est-ce qui les points forts? C'est formidable. On a quand même quelques points faibles, pardon, le droit du travail, par exemple. Quels sont les obstacles, à votre avis, au développement de cet écosystème français? L'instabilité fiscale. Le débat assez invraisemblable d'ailleurs sur la TTF à la fin de l'année, malgré les meilleurs efforts de notre gouvernement, voilà un exemple d'un point faible. Mais regardez un point fort. Ce gouvernement a réussi à faire voter de prolonger le statut d'impatrié de 5 à 8 ans, ce qui est un facteur très important pour les populations. Entre parenthèses, ça couvre également des Français qui sont à Londres. Le droit du travail, vous y avez fait allusion. En pratique, quand on regarde le coût de séparation, quand on veut se séparer d'un certain nombre de collaborateurs de haut niveau, ça coûte en Allemagne à peu près ce que ça coûte en France. Il y a un élément d'incertitude en France qui vient du juridisme du processus, mais là encore, la rupture conventionnelle permet d'adresser le sujet pour les populations concernées. Donc je crois que nous avons quelques faiblesses, mais face à toutes les forces de l'écosystème, ces faiblesses comptent relativement peu. Et puis, Paris est très abordable.
Nous avons un système de santé qui est remarquable. Le coût d'une mutuelle comparé entre la France et le Royaume-Uni est très différent. Donc, on vous parle de charges sociales, c'est vrai, mais nous, on répond, regardez ce que vous avez en échange de ces charges. L'éducation, les gens sont habitués à payer au Royaume-Uni entre 30 et 40 000 sterling pour envoyer leurs enfants dans une école privée. Une école privée à Paris coûte le quart de ça. Et dans cette période d'instabilité qu'a décrite Enrico Letta il y a quelques instants, comment est-ce que vous travaillez, Ross McGuinness, parce qu'évidemment, ça change tout, savoir les modalités de cette période transitoire qui, en plus, juridiquement, n'existe pas. Donc, tout ça est assez compliqué. En fait, nous faisons abstraction, encore une fois, du point d'arrivée et de la transition. Nous savons d'ores et déjà, et nous le vivons, et nous ne donnerons pas d'exemple, parce que les personnes concernées, les dirigeants concernés ne veulent pas créer de l'instabilité dans la population qui est à Londres, parce qu'après tout, les gens qui sont à Londres s'y trouvent très bien. Londres est une ville agréable, donc il ne faut pas créer d'instabilité en annonçant par avance ce qu'elles vont faire. Mais d'ores et déjà, indépendamment du point d'arrivée, indépendamment des vicissitudes, d'ores et déjà, nous savons qu'un certain nombre de morceaux d'activités, je répète financières et non financières, s'installeront à Paris. Ça se fera dans l'ensemble de la plus grande discrétion, sans bruit, sans éclat. Mais encore une fois, Londres ne deviendra pas pour autant une ville fantôme. Les compétences financières y sont considérables. Le Royaume-Uni, après tout, restera un allié proche de nous, un allié essentiel, un marché de taille mondiale, ne l'oublions pas. Donc pas d'hostilité, just business. Et Brexit means business. Paris mérite sa part et nous sommes collectivement bien décidés à mettre en avant nos points forts. Et puisque je parlais de breakfast, je voudrais conclure par Earl Grey. Alors tout le monde connaît Earl Grey qui est le thé, mais en fait c'était un homme politique britannique et un de ses descendants, Grey également, était ministre des Affaires étrangères en 1913. Il a dit « Les lumières s'éteignent graduellement dans toute l'Europe. Elles ne se rallumeront pas de notre vivant. Essayons de faire en sorte que cette prémonition de Grey, Earl Grey, en 2013 ne se concrétise pas aujourd'hui. » Merci beaucoup, Ross McGuinness. En même temps, juste un point. Est-ce que vous êtes pour une position malgré tout soft? Vous préférez les soft eggs, visiblement. Est-ce que c'est la meilleure manière de négocier? Est-ce que vous trouvez que l'Union européenne doit faire attention de ne pas rentrer dans un bras de fer avec la Grande-Bretagne? Non, je ne vous ai pas passé ma commande en matière de breakfast, en matière de soft scrambled. Non, ce n'est pas le sujet. Je suis à ma place. Je ne suis pas un homme politique. La responsabilité que m'ont confiée le Premier ministre et la présidente de la région est de mettre en avant nos avantages à Paris. Il n'est pas de m'exprimer dans un sens ou dans un autre. Ce rôle appartient aux hommes politiques et je pense que le président Letta répondra plus volontiers que moi. Oui, juste encore un point. Que faut-il faire? On parle beaucoup, il y a le statut évidemment des impatriés. Est-ce qu'il faut améliorer encore peut-être ce statut? Est-ce qu'il faut créer des conditions pour attirer de manière plus forte justement ces entreprises que vous ne séduisez pas, mais que vous accueillez volontiers, ou du moins que vous rêvez d'accueillir? Non, que nous accueillons. Ce n'est pas un rêve. Nous sommes passés d'ores et déjà du rêve à la réalité. Non, le statut des impatriés, 8 ans, je crois, ça donne une très bonne visibilité. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'il y a des échéances électorales dans notre pays cette année, et peut-être qu'un certain nombre de mesures fiscales qui sont un peu repoussoires pourront disparaître. Donc je pense que cet ensemble de circonstances répond aux questions qui nous sont posées. On voit que la politique n'est jamais loin en France, malgré tout. Juste un dernier point. Pour l'instant, vous avez accueilli combien d'entreprises? Et je crois que vous avez créé des sites, justement, si on veut se renseigner pour savoir sur les questions immobilières, sociales, éducatives. Est-ce que ça suscite de l'intérêt? La discrétion est essentielle parce que je vous réponds, je souligne qu'il s'agit d'un problème souvent RH. Donc c'est une fois que les décisions seront prises qu'elles peuvent être annoncées ou mises en œuvre, et les discussions n'ont pas vocation à être sur la place publique. Un point très fort, c'est l'immobilier. Effectivement, entre la Défense, entre toute la zone autour de la porte d'Aubervilliers, la zone qui va de la gare de l'Est à la gare du Nord vers la Villette, constituent des parcs immobiliers extrêmement attractifs. Et c'est un facteur différenciant par rapport à d'autres villes qui finalement ont un immobilier de sous-préfecture ailleurs en Europe.
Merci, Ross McGuinness. Enrico Letta, comment est-ce que vous avez parlé de cette roadmap? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations pour savoir comment relancer l'Europe, l'Europe financière, boursière, mais pas seulement. Comment est-ce que vous voyez, alors que l'enjeu de l'Europe est un moment assez crucial de son histoire, comment est-ce que vous voyez avancer ça, sachant que les Britanniques sont toujours dedans et qu'en même temps, il faut bien avancer sans eux, enfin du moins construire un avenir sans eux. Comment est-ce que vous le voyez? Et ça serait intéressant de voir aussi comment c'est perçu peut-être en Italie, un pays qui est quand même qui nous ressemble beaucoup. Vous avez cité un point qui est très important. Les Britanniques sont toujours dedans. Ça, c'est très important parce que on risque d'avoir un dérapage sur l'idée que puisque les données économiques et financières du Royaume-Uni aujourd'hui sont positives, on passe le message, mais donc vous voyez, hors de l'Europe, ça va très bien. Et on peut sortir et les choses s'améliorent. Ça, c'est un message que j'ai lu dans la presse italienne, dans la presse française, et c'est un message faux, parce que le Royaume-Uni est à l'intérieur, et il va rester à l'intérieur encore pour beaucoup de temps. Donc, une évaluation sur, disons, l'effet de la sortie, on peut la faire dans 10 ans peut-être, mais naturellement pas aujourd'hui. On peut faire des prévisions. Là, ça a été, je pense, un peu comme ça, quand la campagne du Brexit a été dans les derniers jours, ils étaient désespérés, ils ont fait cette annonce que ça aurait été un désastre si c'était le non, en disant ça va chuter de ça et ça et ça. À la fin, ça a créé, je pense, une attente de désastre qui, naturellement, n'a pas eu lieu, qui est devenu quelque chose de négatif. Mais c'est un point que M. McInnes a cité, que je reprends. Toute cette situation est très politique. Et si vous me permettez de le dire, de mon point de vue, elle est trop politique. C'est-à-dire qu'on a vécu toute une période dans laquelle on était dans la mondialisation menée par la finance et l'économie. Tout d'un coup, 2016 a été un peu, j'emploie un terme corse italien, un peu le vendetta du politique. Ça a été le politique qui a repris pied tout d'un coup, parce qu'à la fin, le choix du Brexit est un choix complètement politique. Mené et choisi la façon de sortir, la façon de décider par un homme politique, le Premier ministre britannique, pour des raisons politiques, pour le contrôle de son parti politique. Et aujourd'hui, l'impression est que la façon dans laquelle la politique britannique discute de tout ça est encore beaucoup sur le côté politique. C'est pour ça que je suis un peu, pas préoccupé, mais si je dois faire un bet, je le fais sur le hard Brexit. Parce que, puisque tout est très politique dans tout ça, et puisqu'ils ont choisi un Premier ministre qui était pour le Remain, il est assez prévisible que son attitude va être plus dure de ce que ça aurait pu être l'attitude d'un Premier ministre du camp du Brexit, qui aurait pu probablement être beaucoup plus attentif aux intérêts concrets plutôt qu'à la question politique générale. Ce que je vois de Theresa May, c'est une attitude de éviter d'être attaquée par les Brexiters. Et alors, si cette ligne est la ligne qu'elle va tenir, je prévois je ne peux que imaginer un hard Brexit. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, on a besoin. Vous avez parlé de Paris, de l'attractivité, du rôle de la France, du rôle de l'Île-de-France. Moi, je me permets de citer le besoin que l'Europe a du rôle de la France. Le besoin qu'une Europe sans la Grande-Bretagne va avoir d'un rôle de la France qui réussisse à rééquilibrer la relation avec l'Allemagne et être en équilibre, c'est essentiel pour la relance de l'Europe. La France a un espace énorme. Le prochain président de la République, et j'espère que la campagne présidentielle va parler de ça, parce que le prochain président de la République va pouvoir jouer un rôle énorme. La France peut être à nouveau, pour ces raisons géopolitiques, par le fait que ça va être la seule puissance militaire
au sein de l'Union européenne et la politique, le militaire, la sécurité sont en train de prendre pied. Si vous voyez, la discussion aujourd'hui est beaucoup moins sur les sujets économiques, finances, qui sont un peu d'à côté, et je ne pense pas que ce soit négatif, parce qu'il faut faire les choses sans qu'il y ait trop de politisation de tout ça. Et c'est pour ça que je pense que le rôle aujourd'hui français est un rôle potentiellement énorme. J'espère que la campagne présidentielle va donner et va pousser dans cette direction. Je salue mon ami Lorenzo. Et j'espère que tout ça va être positif pour l'Europe, parce que l'Europe a besoin de ça et l'Allemagne a besoin de ça. L'Allemagne toute seule est the reluctant hegemon. Et je pense que l'Europe a besoin de quelque chose de différent. Juste quand même une question, puisque vous avez salué le président de la Société Générale. Les Italiens jouent un rôle très important au sein aussi de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ça va modifier un peu le visage libéral, enfin entre guillemets, de l'Union européenne? Le fait que les anglo-saxons soient sans doute, en tous les cas, peut-être pas à court terme, mais moins influents dans la politique européenne. En plus, aujourd'hui, probablement un Italien va être le nouveau président du Parlement européen. Grande élection. C'est un autre pas dans cette direction que vous citez. Moi, j'ai toujours été vraiment très anti-Brexit et très préoccupé pour le Brexit, parce que je voyais tout de suite toute la négativité d'un choix de ce genre, en termes d'instabilité, de long terme, et on commence à voir. On a déjà passé 7 mois, 8 mois, rien ne s'est passé, donc on a déjà perdu du temps et ça va continuer comme ça pour beaucoup de temps encore. Donc l'instabilité va être très négative. Mais pour l'autre sujet que vous venez de citer, je pense que l'Europe a besoin de free market. Je pense que l'Europe a besoin de libéralisation. L'Europe n'a pas besoin de retour en arrière en termes de anti-free market. Et le rôle du Royaume-Uni a été un rôle toujours positif. J'ai toujours eu des grandes discussions pendant les derniers mois avec nos collègues de LSE, de King's College, avec lesquels on a les dual degrees avec Sciences Po, et avec beaucoup de gens là qui étaient pour le Brexit, en leur disant mais vous devez vous rendre compte que l'idée que le Royaume-Uni est une espèce de hôte marginal dans l'histoire européenne est fausse. Le marché unique européen est fils de Jacques Delors, donc de la Commission, et de la poussée britannique. Et toutes les avancées du marché unique, importantes et positives pour la finance aussi, sont des avancées dans lesquelles le Royaume-Uni a joué un rôle important. La même chose dans la question des grands accords commerciaux. Donc je pense qu'à la fin, on perd quelque chose. C'est pour ça que je crois qu'il est absolument nécessaire que l'Europe, après le Brexit, ne soit pas une Europe moins forte dans le côté libéralisation, dans le côté opportunité, free market, et que ce ne soit pas une Europe plus protectionniste et plus fermée. Je pense que ce serait la mauvaise réponse à toute cette situation. Et Ross McGuinness, est-ce que vous partagez ce sentiment-là ou pas? Sans aucune réserve. Et l'entreprise en est une illustration. Une opération annoncée hier, puisque j'ai un Italien à ma droite et un Italien devant moi, qu'il me soit permis de conclure en disant que puisque désormais nous porterons les mêmes lunettes, nous verrons le monde de la même manière, en tout cas l'Europe. En l'occurrence, Lorenzo Binismaghi ne porte pas de lunettes. Hein, donc, voilà. Encore deux, trois questions peut-être. Enrico Letta, en Italie, quel est le sentiment justement par rapport au Brexit? Parce que ça, c'est vous, homme qui a exercé les plus hautes responsabilités au niveau italien, européen convaincu, on l'a bien compris. Mais comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que on pourrait avoir un tel référendum en Italie ou pas? En vérité, le Brexit, je pense, a eu une mauvaise influence parce que
ça a fait passer l'idée, puisque la catastrophe que Osborne avait annoncée n'a pas eu lieu, à donner l'idée que, bon, alors, hors de l'Europe, il y a une vie, et une vie peut-être meilleure. Ce qui est naturellement faux, de mon point de vue, mais faux surtout pour un pays comme l'Italie. Et c'est pour ça que je pense que c'est aujourd'hui très important de développer un raisonnement, des idées concrètes pour raconter le fait que l'idée de sortir est une idée qui est aujourd'hui dans le mood, dans l'esprit du temps de la rupture. Mais la chose la pire aujourd'hui, c'est de se mettre dans le mood à l'intérieur de l'Europe, des institutions, de dire et de proposer l'Europe comme alternative au pire. Il faut proposer l'Europe comme quelque chose de meilleur, non pas comme l'alternative au pire. Moi, je vois qu'aujourd'hui, tout ce qui est proposé et présenté comme l'alternative au pire devient exactement la poussée vers le pire. Parce que, et j'ajoute justement, s'il faut proposer quelque chose de positif, d'important, il faut dire pourquoi. Il ne faut pas dire seulement, il ne faut pas aller de l'autre direction parce que ça va être une catastrophe. Parce qu'on a vu que c'est une façon, je pense, absolument, ce n'est pas la bonne façon. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut développer les choses dans le sens positif. Il y a un tas de choses qu'on peut développer dans le sens positif, aussi sur les sujets qui sont les plus difficiles. Je citais le fait qu'il y a un basculement d'attention des gens du secteur de l'aspect économique aux aspects sécurité, politique, migration et le reste, terrorisme naturellement. Et je pense que là, par exemple, on devrait pouvoir mener un récit de l'Europe absolument différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire un récit qui raconte le fait que on est borné par nos limites de souveraineté nationale. Il y a des choses, quand 1 million de réfugiés syriens se déplacent dans la Méditerranée, il n'y a pas de réponse nationale efficace possible. Il n'y a qu'à se mettre ensemble et trouver une réponse commune. Sinon, on est complètement submergé par le problème. Même chose sur le côté terrorisme. Quand on a vu ce qui s'est passé à la frontière franco-belge l'année passée et il y a 2 ans, on comprend très bien que la réponse ne peut pas être seulement nationale. Et dans beaucoup d'autres sujets là, je pense que il faut vraiment changer de récit. Et puisque de ce que je connais de la France, le rôle d'un président de la République est aussi un rôle de parler au peuple et de proposer un récit sur les choses, sur le futur. Je pense que c'est très important que la campagne sur cela soit très nette et aussi que les futures 5 années dans lesquelles, je répète, la France va avoir un rôle majeur, soit en condition de mener les choses dans cette direction, avec des choix fort importants et en partant de ce qui a marché. Je fais un exemple, un tout petit exemple qui est lié au plan Juncker. On a beaucoup parlé du plan Juncker. Il y avait beaucoup de doutes au début. À la fin, ça marche. Je pense qu'il faut prendre le bien de tout ça, il faut institutionnaliser et rendre tout ça beaucoup plus structurel pour le futur, parce que ça donne l'idée que ce qui manquait à l'Europe, les investissements, s'il y a une politique, s'il y a une roadmap vraie, s'il y a de l'argent et s'il y a les bonnes règles, à la fin, ça marche. Et donc, il faut pousser dans cette direction et il faut le raconter aussi. Juste, les réformes, c'est difficile à conduire en France. Vous êtes bien placé pour le savoir, Enrico Letta. En France et en Italie, et je voulais dire en Europe. Oui, il est vrai. Mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui, on est en condition sur beaucoup de sujets d'éviter les stéréotypes et d'être obligé à la créativité. Moi, je suis un de ceux qui pensent qu'on est dans un temps de rupture. Eh bien, il faut vivre dans ce temps de rupture. Et il faut avoir l'attitude qui est nécessaire dans ce temps de rupture. Donc, je ne me crée pas trop de problèmes en sachant qu'on vient de traditions dans lesquelles tout est très compliqué et très difficile, mais on est aussi dans un temps de rupture et je pense qu'il faut l'interpréter avec la rupture nécessaire. Je pense que c'est
comme ça, on peut le faire. Et je pense que la France a toute la possibilité de le faire. Je insiste sur ce point-là. J'espère, puisqu'on est dans un lieu central, dans Paris, dans le système économique français et dans la France en tant que telle. C'est le cœur. Et je pense que ce qui va se passer au mois de mai va être très important. Et d'ici au mois de mai, la discussion, les gens, la participation, comment les choses vont se passer, va avoir un rôle et une influence décisive dans toute l'Europe. Ross McInnes, puisqu'on parle ici, c'est la 6e conférence annuelle du marché boursier. Est-ce que le fait qu'il y ait ce rapprochement, on va voir dans quelles conditions, et Stéphane Bougenet en parlera tout à l'heure, mais entre la Bourse de Londres et la Deutsche Börse, est-ce que c'est un atout, un inconvénient, ou du moins comment est-ce que Paris, à vos yeux, en plus vous êtes chef d'entreprise, doit réagir et doit se protéger? Je ne donnerai pas d'enseignement à Stéphane. Il me semble qu'il a déjà pris d'ailleurs un certain nombre d'initiatives très, très fortes dans ce sens. Comme président du conseil d'administration de Safran, mais également comme investisseur à titre privé, et par ailleurs Safran a une activité de corporate venture, je voudrais souligner que la France a, et notamment un marché financier qui permet de financer le développement des entreprises à tous les étages, que ce soit au niveau des startups. S'il n'y avait pas l'ISF, ce serait encore plus facile, au niveau des startups, au niveau du private equity, notamment grâce au rôle de la BPI, en faisant très attention à ce qu'il n'y ait pas d'hégémonie ou d'effet d'éviction, un marché bancaire avec une intermédiation qui fonctionne de manière extrêmement efficace au bénéfice des très grandes entreprises comme des moyennes entreprises. Je dis ça en présence de Jean Lemierre et du président Binis Magui. Donc je pense que là, et bien sûr un marché boursier, l'expérience le prouve, dont la conjonction de l'excellence, la profondeur de ce marché, la présence de talents dans l'asset management, j'ai fait allusion, 20% à l'échelle européenne, c'est le double en termes de volume d'actifs sous gestion par rapport à ce qu'est l'Allemagne. Le marché boursier et le marché français au sens le plus large offre une profondeur à ses utilisateurs, qu'elles soient des entreprises de toute taille et aux investisseurs, qui fait partie de l'écosystème. Et encore une fois, aucune autre ville, place européenne ne présente ces avantages, que nos voisins transalpins ne m'en veuillent pas d'être un petit peu cocorico sur ce point. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu si bien à toutes ces questions. Peut-être ça fera le lien avec vous, monsieur. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la finance italienne, Enrico Letta? Je pense que vous devriez raconter un peu en Italie le fait que vous avez invité 2 Italiens à parler ici et à vous donner quelques idées, parce qu'en Italie, on a l'idée, le mood qu'on est envahi par la France aujourd'hui. Ouais. Le mood est que l'Italie... C'est un petit peu vrai, non? Bon, moi, je pense que c'est du va-et-vient. Hein. Dans la vie, c'est comme ça, c'est du va-et-vient. Maintenant, mais je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour les entreprises italiennes. C'est l'Europe, c'est les frontières qui baissent. Donc, il faut bien raconter tout ça et ne pas donner l'idée qu'on est dans une situation de colonisation. Et je pense que c'est très important parce qu'on est tous ensemble dans le marché européen. Et à la fin de tout ça, l'Europe va croître et l'économie européenne va croître s'il y a des initiatives transfrontalières qui sont en condition de faire monter la taille et d'être au niveau des Chinois, des Coréens, des Japonais, des Américains. Sinon, on va avoir tous des champions nationaux petits, parce que, je le dis toujours, et je le répète ici aussi, l'Europe, il faut le savoir, se divise en 2 groupes de pays aujourd'hui. Les pays qui sont petits et les pays qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits face au monde. Et je pense que ça, c'est très important. Et vous pensez à qui? Comme ça. Non, pardon, j'ai juste un point, c'est vous qui m'y faites penser. Justement, il y a certains candidats, vous savez, on est en pleine primaire de la droite, primaire de la belle alliance populaire. Certains disent qu'il faut créer une Europe, notamment avec l'Italie, l'Espagne, et se séparer de l'Europe nordique. Quelle est votre position en tant que franco-italien, si je puis me permettre? Bon, écoutez, l'Europe aujourd'hui a un cœur qui est les institutions, et les institutions sont menées par les personnes qu'on connaît très bien, et l'Europe aujourd'hui a un cœur qui est l'Europe de l'euro,
qu'il y a 4 pays qui sont la plus grande partie de l'euro. Ces 4 pays, c'est l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Donc, franchement, je ne vois pas comment l'Europe changerait en mieux si on expulsait quelqu'un. Je pense qu'il faut être net en prenant nos propres responsabilités. Donc, c'est à nous de faire des pas en avant et non pas à dire les autres. Vous savez, on ne l'a pas dit, le Brexit va aussi changer une donne très importante dans les choses européennes. Le Brexit va éliminer l'alibi anglais. Oui. Moi, dans ma vie d'institution européenne, j'ai toujours vu l'alibi anglais. C'est-à-dire, j'ai toujours vu cet alibi de dire ça, on ne peut pas le faire parce que les Anglais ne veulent pas. Et en vérité, ce n'était pas les Anglais qui ne voulaient pas, mais c'était celui qui disait les Anglais ne veulent pas, qui ne voulait pas ça, mais ne voulait pas prendre la responsabilité de bloquer la chose. Donc, on n'a plus ces alibis. Maintenant, on peut faire les choses qu'on croit être nécessaires, et je pense qu'il faut les faire. Juste après, Ross McGuinness, je vous passe la question. Enrico Letta, vous appartenez à l'Institut Jacques Delors. J'ai oublié de le préciser, mais avec vous, il faudrait passer une demi-heure à vous présenter. Cette Europe à plusieurs vitesses, donc a priori, vous n'y croyez pas. Il faut rester dans la configuration actuelle de la zone euro et de l'Union européenne. Moi, je pense qu'il faut que les pays de la zone euro prennent une initiative très forte. Et les autres vont venir, vont rester, vont suivre. Un gouvernement économique en Italie, on y est prêt? Je pense que si on est en condition de faire des choses qui sont ciblées pour des objectifs, croissance, travail, montée en dimension des entreprises, et non pas seulement, je suis entre ceux qui pensent que dire seulement il faut un budget européen. Je ne pense pas qu'il faut dire il faut un budget européen. Il faut dire quels sont les buts. Et si on dit quels sont les buts, donc la taille des entreprises européennes qui doit être plus importante, donc il faut aider les fusions, il faut faire baisser les frontières. On a un tas de secteurs, le télécom, même la finance, la banque, dans lesquels les frontières sont encore trop élevées, à l'intérieur même de la zone euro. Donc je pense qu'il faut une initiative là, mais cette initiative ne viendra jamais si la France est timide et pense seulement à son nombril. Ça, c'est le point que je vous laisse en vue des élections présidentielles. Merci beaucoup. Il y en a un qui n'est pas trop timide, c'est Vincent Bolloré, en l'occurrence, sur ce qui se passe en Italie. Mais ça, c'est un autre sujet. Ross McGuinness, vous voulez ajouter quelque chose? Je ne suis pas sûr que ça doit être le mot de la fin dans une conférence économique, mais je voudrais quand même souligner que l'Europe de la défense, c'est très important. Et que l'Europe de la défense, nous pouvons la renforcer à la faveur du départ des Britanniques, mais le seul pays qui dépense sérieusement en matière de défense, à part nous, ce sont les Britanniques. Le seul pays qui ait une capacité de projection, nous l'avons vu, le seul avec lequel nous pouvons nous allier quand il faut intervenir, ce sont les Britanniques. Et je prends l'avion, le futur avion de combat qui remplacera nos avions aujourd'hui, nous le ferons avec les Britanniques, et la liste est très longue. Donc, dans un monde incertain, face à des pays qui ont, je crois, du mal à dépenser ce qu'il faut pour leur défense, ne nous aliénons pas ce point crucial pour notre sécurité. Brexit means business, mais il ne faut pas and only business in many respects. Donc je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du très beau bain. Merci beaucoup. Merci, messieurs. C'était absolument passionnant. Enrico Letta, Ross McGuinness.